Check vite le son en fait. 1, 2, test. Maria, comme je fais un dessin, est-ce que c'est pas mieux que j'aille le casque? Mais moi je veux bien parce que je fais un... Malgré tout, pour Virginie, Eric Maire, Maï, Camille, Pauline, Valérie Wigner est notre nouvelle vice-présidente de la Fondation. J'aimerais qu'on l'applaudisse. Voilà. Et elle nous fait la joie de pouvoir vous recommander, vous la plupart qui êtes là, dans le cadre du Lab. Elle va nous dire quelques mots après. Je crois que tu as préparé une petite présentation. Super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire en plus? Que je t'aime. Et c'est enregistré en plus. Hein. Ce sera dans les annales. J'aimerais profiter de présenter deux autres dames. Alors la première, c'est Sonia Snoussi, qui était là déjà à 8h pour préparer la petite table que voici. Est-ce que tu veux dire juste 2-3 mots, peut-être, Valérie? Tu peux passer le micro? Oui, c'est vrai qu'il y a des nouvelles personnes. Ben voilà, en fait, c'est comme je disais ce matin, c'est un nouvel accessoire que j'ai créé pour les hommes et les femmes, qui a mis une sorte de cravate revisitée pour qu'on ait un peu plus de choix, pour de la fantaisie autour du cou. Voilà. Pour les hommes comme pour les femmes. Comme pour les femmes, voilà, exactement. La femme n'avait pas sa cravate, mais elle a sa renate. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, bon après-midi. Moi, je vais devoir partir. Pour une autre soirée, je laisserai quelques cartes là pour les personnes à qui j'ai pas eu l'occasion de me présenter un peu mieux. Super. Voilà, merci beaucoup. Et puis Nathalie Gaiti. Bonjour, moi j'ai créé un petit média qui s'appelle Vox Femina, qui est sur les médias sociaux. C'est des portraits de femmes entreprenantes, inspirantes, et c'est destiné uniquement en fait aux médias sociaux. Voilà, alors donc les femmes qui sont là, qui ont un parcours peut-être pas connu dans la presse ici locale, n'hésitez pas à vous mettre en lien avec Nathalie, parce que moi je crois beaucoup aussi à ce mode de communication. La Suisse est un petit pays et il y a aussi des blogueurs ou justement des personnes qui écrivent des articles qui peuvent vous mettre aussi en lumière, et Nathalie, c'est un petit peu sa vocation. Voilà, j'aimerais aussi juste vous présenter ici René, mon patron, voilà, qui est là derrière, et René Fell de la boîte qui s'appelle Abissa, que je vais présenter d'ailleurs dans l'articulation du cycle de vie. Alors, le but pour les personnes qui sont donc en transition de carrière, il faut savoir que dans la population de la Fondation A, nous avons donc 10% de juniors, 10% de personnes qui sont en recherche d'un nouveau challenge, et 80% de personnes qui sont issues de secteurs complètement différents. Et on fait exprès de mixer les cercles, c'est-à-dire on a des cercles en B2B ou en B2C, et également des cercles par soit niveau de compétences ou issus de segments différents. Pourquoi? Alors il faut savoir qu'historiquement, la Fondation, personnellement, elle est née en fait alors que j'étais au chômage. J'ai été 3 fois au chômage dans ma vie.
Donc une fois j'ai râlé de social il y a très longtemps. Je connais bien les arcanes du chômage ici en Suisse. Je trouve que d'ailleurs la loi c'est un peu endurcie. Et j'avais à cœur, quand j'ai commencé à travailler pour Abissa, de pouvoir inclure aussi ce 10% de personnes qui sont en transition de carrière pour ouvrir des ponts. Alors, de nouveau, pourquoi? Parce que j'ai remarqué que quand j'étais au chômage, ce n'était pas forcément le premier cercle ou le deuxième cercle d'amis ou de connaissances familiales qui finalement m'ont aidé. Ce n'était pas parce que les gens ne voulaient pas, je crois que les gens étaient mal pris des fois. Je crois aussi que des fois, quand on est au chômage, on a l'impression que c'est un virus et que ça va se transmettre, je ne sais pas trop quoi. Bref, et je pense que les gens ont vraiment été empruntés. Et il y avait aussi des personnes qui étaient peut-être pas forcément très bienveillantes. Ça existe aussi malheureusement. Donc le but dans la fondation, c'est justement de pouvoir garder le lien avec des personnes qui sont toujours actives. Alors les personnes qui cherchent un emploi, elles sont toutes aussi actives, c'est pas plus simple. Mais voilà, quand on dit 80% de personnes actives de différents secteurs, c'est pour dire qu'il faut quand même un équilibre entre l'offre et la demande. Donc, historiquement, comme je l'ai dit, quand je suis rentrée chez Abissa, et René s'en souvient, il est là, qui est une boîte, une PME d'informatique, fait 45 collaborateurs environ, des fois ils sont montés jusqu'à 50. Ils travaillent depuis 25 ans l'année prochaine pour le World Economic Forum, que tout le monde connaît je pense ici, donc le forum de Davos, et également ce qui était moins connu à l'époque, en tout cas pour ma part, les meetings à l'étranger. Je suis rentrée comme responsable commerciale, ça faisait 1 an et demi que je cherchais, j'arrivais en fin de droit, donc j'étais contente de trouver un travail qui n'était peut-être pas forcément ce que j'aurais ciblé au départ, parce que je ne me voyais pas nécessairement comme une commerciale, mais je crois que ce qui a parlé à René et à l'équipe de management qui m'a engagée à l'époque, c'était la réponse à la question suivante. Qu'est-ce qui ferait finalement que je pourrais me démarquer vis-à-vis des autres candidats? Il y en a de plus en plus aujourd'hui. Depuis 2008, on sait très bien qu'après la crise, et également la crise du franc l'année passée, les gens qui sont en recherche d'un nouveau challenge, il y en a de plus en plus. Donc on fait face à une concurrence, en guillemets, assez forte de candidats avec des expertises diverses et variées. Alors j'ai répondu en disant, voilà, j'ai commencé une enquête de marché qui s'adressait d'abord aux RH et aux consultants RH, et puis après, par curiosité, je me suis adressée, j'ai plus orienté mes questions sur la gouvernance d'entreprise de façon systémique, de façon plus globale. Pourquoi? Parce que j'allais notamment interviewer le directeur de Favarger, qui est une boîte familiale, mais dans laquelle je n'ai plus du tout de part, et j'avais pas envie de paraître un peu idiote, en lui posant des questions sur sa gouvernance d'entreprise, de leadership, sans connaître un petit peu les différents départements et qu'est-ce qu'il en retournait. Donc j'ai commencé à adresser mon enquête de marché auprès des différents CEO qui n'étaient pas lui, pour m'entraîner, en guillemets, et j'ai eu un écho assez favorable. Je crois que Stéphanie n'est plus là, mais elle me disait encore aux toilettes tout à l'heure qu'elle était assez surprise, positivement, du temps que les décideurs avaient envie de passer avec elle dans cette démarche, finalement, de questions. Voilà, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc René avait investi avec sa société, 30%, 33% exactement de part, dans son propre data center qui s'appelle Celerum, qui se trouve dans le Jura et qui depuis a été finalement vendu à succès, pour les conseils notamment de quelqu'un qui se trouve dans la salle, pour ne pas le nommer Eric, à succès parce qu'il n'y avait plus vraiment de raison d'être d'avoir un seul data center, puisque entre deux il avait commencé à construire ce qu'on appelle VigiSuisse. Ça fait pas mal de tabac ici en Suisse à partir de février l'année passée, dans la presse. Donc il s'agit de l'association des data centers, alors des grands, des plus petits, qui sont suisses, et ils se positionnent comme le coffre-fort numérique des données mondiales ici en Suisse, avec toute une série d'expertises pour pouvoir finalement enrichir cette association. Et aussi une mémoire universelle, puisque les données c'est un sujet quand même très crucial actuellement. Donc, tout ce schmilblick-là, si vous voulez, mais finalement c'est la même chose pour vous en tant qu'individu ou en tant que chef d'entreprise d'une autre société. Je prends souvent cet exemple. Si je viens, aujourd'hui je suis en recherche de travail, je m'appelle Muriel, je viens vers Charles-Henri, et je lui dis, Charles-Henri, est-ce que tu as du travail pour moi?
quelque part, Charles-Henri, peut-être qu'il en aura, mais enfin, statistiquement parlant, c'est peu probable. Peut-être que lui, il a aussi des besoins, il a ses contraintes, ça va peut-être plutôt l'envahir. Si je mets sur mon front l'étiquette « Muriel vend les services d'Abyssa Informatique », ou « Muriel cherche des nouveaux amis », ou « Muriel, je ne sais pas, enfin bref, Muriel a un besoin », il y a quelque chose d'un tout petit peu envahissant pour certains, surtout qu'on est dans une société où on est envahi d'informations, etc. Si je viens par contre dans un état d'esprit vers Charles-Henri de service, et que je dis Charles-Henri, finalement, qui es-tu? Je t'ai rencontré dans tel réseau, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelles sont tes aspirations? Quelles sont tes contraintes? Quels sont tes besoins? Là déjà, il y a une relation haute qui s'instaure, et peut-être que dans le loop de la relation, il aura quelqu'un à me recommander pour le travail que je cherche, ou un acheteur potentiel pour les services ou les produits que je vends. Donc voyez un petit peu, c'est ce qu'on enseigne dans les, dans les cours, je dirais, de réseautage classique, Poro, etc. Maintenant, la plus-value dans le cadre de la fondation, c'est qu'on a quelque part une maison, ou bien un cadre dans lequel on peut proposer des services, on peut proposer ses compétences sans se trouver isolé. Et ça, c'est bien le mot-clé, je crois, aujourd'hui. Quand on se trouve isolé, on est un peu découragé. Voilà. Donc, Abyssa, Vigisuisse, donc c'est des rangs, on n'en parle plus, dans l'IMEP, ça a été vendu. Il fallait justement pouvoir le positionner sur le marché. Okay, donc ici, j'ai Abyssa. Cette plateforme A, que j'avais déjà commencé en 2008, mais qui ne s'appelait pas de ce nom-là, un écosystème finalement, a positionné sur le marché. Je reprends mon petit dessin, c'est pas très clair comme ça. Et vous pouvez très bien vous mettre à la place du A, pour que ça prenne du sens pour vous, ou bien en tant qu'entreprise, ou en tant que personne, individu. Abyssa rayonne à travers AAA, Abyssa, Alensis, Academy, les valeurs, la mission, les objectifs et évidemment les services quand même de la société sur le marché. Comment est-ce qu'on représente, on promeut les services ou les produits sur un marché? Il y a quelqu'un qui a essayé? Comment est-ce qu'on promeut les services ou les produits d'une entreprise, quelle que soit sa taille, sur le marché? La pub. Donc, tout ce qui est marketing et communication. Voilà, exactement. Pourquoi pas des relations publiques? Et le but de ça, de faire de la publicité, de la promotion, c'est quoi finalement pour une entreprise? Créer l'envie. Charles-Henri, oui. Vendre, tout à fait. Je disais créer l'envie. Créer l'envie pour acheter, donc vendre, tout à fait. Alors c'est quelque chose, justement, quand je fais mon petit dessin pour Abyssa, je le dis à chaque fois. C'est pas que l'écosystème A, même si je vais revenir sur la mission globale qui est donc l'ADN intergénérationnel, rapprocher les générations, rapprocher, ce faisant, les gens, rapprocher les individus porteurs de projets professionnels, et donc finalement vous commencez avec un individu, il y en a 2, 3, c'est N1, N2, N3, N4, donc c'est une région qui impacte peut-être et qui va construire des ponts avec une autre région, peu importe, mais au départ c'était ça, on vend les services à travers une démarche marketing et communication en lien avec l'identité d'Abyssa. Le motto d'Abyssa c'était justement qu'Abyssa place l'homme au cœur de chaque projet. Et donc, au lieu de faire quelque chose qui soit fake, parce que c'est souvent depuis les pubs oranges, c'est ce qu'on voit, tout le monde parle de l'être humain au centre. Voilà. Moi, je voulais que ce soit quelque chose de vrai et d'incarné. Ça veut dire que si quelqu'un n'était pas intéressé, peut-être dans un premier temps par les services d'Abyssa Informatique, ça n'empêchait qu'on pouvait se centrer sur cette personne et qu'en ça, on incarnait le motto « Abyssa place l'homme au cœur de chaque projet ». Concrètement, ça veut dire que Valérie aujourd'hui n'est pas intéressée par les services d'Abyssa, en informatique, certes, mais c'est pas pour ça que je dis à Valérie Wimmer, va voir ailleurs si on y est. Et ça a été quelque chose de complètement révolutionnaire dans la manière
d'aborder la question marketing et com, même si derrière, évidemment, ça nous permettait d'animer tout un réseau de contacts et de stakeholders, etc. Bon, voilà. Quelque chose qui m'importait beaucoup, déjà à l'époque, et heureusement j'avais un patron qui l'acceptait, c'est tout ce qui est corporate social responsibility ou responsabilité sociale d'entreprise. Alors moi, je l'ai incarné, ce concept-là, parce qu'au départ, c'est un concept, dans le mélange des générations, c'est-à-dire senior et junior. Pourquoi ? Parce que dans mon expérience personnelle et professionnelle, mais surtout personnelle, j'avais souvent été au milieu entre les générations et je faisais le tampon et ça me coûtait. Donc j'avais envie de voir les choses changer. Voilà. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir intégrer des plus jeunes, en expérience, hein, en âge aussi forcément, mais voilà, dans une démarche de rapprochement avec les seniors, ceux qui sont plus seniors en termes de compétences. Alors il y a tout un cycle de vie. On a commencé donc avec ces fameuses interviews dont je parlais tout à l'heure, qui s'adressaient à un public que vous allez, enfin ça va vous paraître logique, hein, c'est qui décide d'acheter des services dans une société ? Hein ? Ça ? Oui, le chef d'entreprise, mais des fois, sur un projet informatique, typiquement, quand je bossais chez des biopharmes, c'était pas forcément le chef d'entreprise, c'était... ouais, il y avait... L'IT-Imagine même pas, parce que c'est pas lui qui gérait les budgets, des fois c'est le cas, mais des fois c'est pas le cas. C'était en fait le directeur de tout ce qui était stratégie aux opérations, qui après coordonnait avec l'IT manager, et il y avait le CFO qui donnait son aval après en avoir référé au CODIR. Donc j'y ai mis des decision makers, donc des décideurs. Alors c'est pas hiérarchique, hein, forcément, parce qu'aujourd'hui en plus, souvent on a plusieurs responsabilités en parallèle. On avait donc des investisseurs, CXO level, donc CEO, CTO, CIO, etc., CDO, des managers décisionnaires, des entrepreneurs, des consultants, C-level advisory, et également des gens évidemment qui siègent dans les conseils d'administration. Donc tout ça, je dis, pas du tout hiérarchique, plusieurs fois, il y a des casquettes différentes. Voilà. 80%, comme je l'ai dit, de seniors actifs, 10% de juniors et 10% de seniors en transition de carrière. Ce 20%-là, j'ai été extrêmement décrit au début et aujourd'hui on voit bien qu'avec l'évolution de la société et de l'économie, c'est quelque part mon investissement. C'est de capitaliser vraiment sur les gens en tant que tels et pas sur une marque ou un groupe ou un nom de PME ou quelque chose. C'est sur les personnes. Oh oui, alors, on en avait parlé avec mon patron justement. VIP, des Very Important People, une fois de plus, pour moi, je sais pas, Eric qui est là derrière, ou Maï, ou Louis. Vous êtes aussi important que la reine d'Angleterre à mes yeux, c'est pas ça le souci. Mais c'est juste qu'effectivement, il y a des personnes qui sont suivies par des millions de gens sur Instagram ou Twitter. Le jour où vous mettez un petit carton AAA ou Avisa, ou peu importe le nom de votre société, dans les mains d'une personnalité connue, les gens vont évidemment s'intéresser à qui vous êtes ou à ce que vous faites. Donc c'est des influenceurs. Voilà, je reviens à mon petit schéma de base. Donc, les interviews. Donc là, je conseille en général aux 10% de gens qui sont en transition de carrière. On a fait l'exercice avec Loulou, hein, la semaine passée. On a dit, voilà, Louis, qu'est-ce que t'aimes ? Et c'est pour ça que c'est intéressant de parler aussi avec Alan Nassam, qui va nous rejoindre plus tard, Valérie, parce qu'il a mis en place une plateforme RH où il est recommandé aujourd'hui par Madame Véronique Négresse, qui était dans le gouvernement, voilà, c'est ça, le gouvernement Sarkozy, auprès de différents chefs d'entreprise. C'est une plateforme RH qui se base plutôt sur, je dirais, toute une pédagogie liée à la synesthésie des couleurs, etc., par profil. C'est pas les bilans de compétences classiques, on va dire ça comme ça, et surtout c'est une plateforme itérative numérique, donc ça vaut la peine de se mettre en contact avec lui. On va venir tout à l'heure. Donc les interviews, avec Louis, on a dit quoi ? Louis, qu'est-ce qu'il aime faire ? Plutôt que de se dire quel est le type de poste qu'il target. Parce que de cibler un certain poste, c'est assez rédhibitoire au final. Ce qui est important, c'est de voir comment
il est, qu'est-ce qu'il aime faire, quelles sont ses compétences, et peut-être comment il va pouvoir transposer ses compétences. Peut-être qu'il a travaillé dans le marketing, c'était son cas à Paris dans une start-up, mais lui, sa passion, c'est le marketing sportif. Donc, comment est-ce qu'il va pouvoir toucher cette population dont je viens de vous parler de décideurs? Okay. De la même manière, pour Abyssa Informatique, en tant que société, comment est-ce que je peux aller toucher des décideurs et être au courant du marché caché des besoins informatiques? Donc vous l'avez compris, cette finesse-là. Au lieu de marquer Muriel cherche à vendre des services informatiques ou Muriel cherche un nouveau travail, je préfère dire comment est-ce que Muriel peut aller trouver les décideurs, s'intéresser à ce qu'ils font, identifier son projet et essayer de trouver un match. Ok? Alors, et se centrer vraiment sur venir avec un projet, une valeur ajoutée. Avec Loulou, on s'est dit, voilà, il aime le marketing sportif, il a un bouquin chez lui qui s'occupe des géopolitiques du sport, donc je lui ai conseillé de créer un forum qui s'adresse aux CIO, aux IT managers, qui s'adresse à des chefs d'entreprise ou des décideurs dans le monde sportif. Voilà. Je reprends cette image, lui il a décidé de créer un forum dédié au sport. Mais quelqu'un d'autre, comme Virginie, peut créer une commission dédiée à l'innovation. Camille, qui est dans la salle, elle, c'est tout ce qui est médico ou psychosocial. C'est ça, hein, Camille. Voilà. Bref, peu importe. La fondation est la maison. L'espace dans lequel vous allez déployer votre commission, par exemple, c'est peut-être le salon ou la terrasse dans la maison. Hein. Et puis après, le contenu, ça va être une enquête de marché, comme moi j'avais fait. Pour d'autres, ça va être des événements. Pour un troisième, ça va être une table ronde. Pour une quatrième, ça va être un livre blanc. Peu importe. En fait, il faut pouvoir donner du sens à votre démarche. À partir du moment où vous faites cette démarche tout seul, parce qu'il y a des gens qui le font tout seul, moi j'ai commencé toute seule avec mon petit bâton de pèlerin, je voyais le profil par exemple d'une chef d'entreprise qui me plaisait dans un magazine, je vais contacter cette personne, je vais aller l'interviewer. Moi ce qui me passionnait c'était le parcours de ces chefs d'entreprise qui ont peut-être fait histoire et qui finalement se retrouvent à la tête d'une boîte dans l'alimentation. Je dis mais comment est-ce que ça se fait que ces gens sont passés par tous ces méandres, etc. Qu'est-ce qui a fait peut-être que quand ils ont perdu femme et enfant, parce que des fois c'est ce qui arrive, hein, je veux dire, il y a des... Ils se sont relevés, comment ils ont fait preuve de résilience. Ça me passionnait. Donc j'étais très, très ancrée quand j'allais à la rencontre des chefs d'entreprise avec cette enquête-là, personnalisée. Mais il faut trouver chacun ou chacune le domaine ou le support qui va vous parler et dans lequel vous allez être vrai. Vous allez être vous-même. Et ça va toucher, je pense, intellectuellement, ou ça va donner une dynamique à votre étude, votre enquête de marché ou peu importe. Donc ces interviews, on a rencontré toute une série de personnes, des decision makers que je vous ai cités. Ensuite, ça a été la niche. C'est que pour remercier ces personnes, plutôt que de simplement les inviter à boire un café ou manger un truc, je leur ai proposé de se rencontrer entre elles. Donc on m'a dit, qu'est-ce que tu as rencontré Muriel? Je dis, voilà, je sais pas... Il y avait eu le gars là, qui a créé le Paléo Festival. Il y avait un monsieur qui représentait Dariench à l'époque. Enfin, je voulais atteindre Maxime Morand dans les RH, mais il m'avait envoyé son assistant. Voilà, tous ces gens-là, je leur ai dit, voilà, est-ce que vous voulez vous rencontrer? Et la première personne qui a voulu rencontrer une autre du cercle, ça a été Peter Bray, l'ancien directeur de Terre des Hommes, qui lui voulait rencontrer M. Rapp, qui est l'ancien recteur de l'Université de Lausanne et qui à l'époque était à la tête d'une organisation qui réunissait toutes les universités en Europe. Et puis ça a été la révélation pour moi, parce que, étant donné que j'ai vécu en Belgique, née d'une mère franco-belge, enfin d'un père suisse, je suis arrivée ici, on m'a toujours dit la Suisse est un petit landerneau, enfin je veux dire c'est un village, tout le monde se connaît. En fait, finalement, pas tant. Parce que tant qu'on n'a pas travaillé ensemble, ou tant qu'on n'a pas travaillé en mode projet ensemble, on connaît peut-être la personne par les magazines, on l'a croisée dans un réseau comme aujourd'hui ou dans une conférence, mais on n'a pas forcément goûté la relation avec la personne, on n'a pas expérimenté la relation. Donc, en plus, c'était des cercles différents. Peter Bray, c'était un expat, je pense d'Angleterre, je ne sais pas d'où, et M. Rapp, c'était un bon Vendômois. Voilà. Donc ça a été l'explosion. Mise en relation, ça a complètement explosé, les gens voulaient se rencontrer. Pierre Blanche, fin 2013, on se retrouve avec plus de 100 inscrits dans cette salle avec toutes les portes ouvertes, sans speaker.
Et donc c'est là que René me dit, maintenant je ne comprends pas comment ça se fait que les gens y viennent alors qu'il n'y a pas d'intervenant. Je dis, mais je pense que c'est le temps que tu viennes justement et que tu vois un petit peu comment ça se passe. Donc c'est devenu en fait des business lunch classiques et ça n'a pas tardé. Les chefs d'entreprise sont venus me trouver eux-mêmes spontanément en me disant, Muriel, j'aimerais bien dire un petit mot devant tout ce public. Ah oui, parce que tout le travail était fait, donc c'était facile. Donc moi j'ai dit, oui, c'est très sympa, on va l'appeler Samuel. Samuel, c'est très gentil de ta part de proposer de parler, de dire un mot, mais si c'est pour vendre quelque part tes services ou tes produits, alors que nous on fait l'effort quand même de pas seulement parler d'Abissa, mais d'accueillir d'autres intervenants qui sont censés apporter une valeur ajoutée, ce serait bien que tu fasses cet effort-là aussi, que ce ne soit pas juste de la vente, en guillemets, purement commerciale et limite vénale. Donc, voilà. Il y a des gens qui arrivent mieux que d'autres, évidemment, bref. Mais c'est devenu ce qu'on appelle les Business Connect Lunch, où on a un intervenant ou une intervenante, comme on a eu ce matin, ce midi. Donc, ça a explosé, c'est devenu plein d'autres espaces, des matinales, des after-work, et j'en passe. Et au final, on s'est retrouvés en 2014, je me souviens très bien, on était à l'EPFL avec René, on mangeait dans un restaurant, là, on débriefait sur le business et tout ça. Alors oui, je précise juste qu'entre deux, comment dire, l'écosystème comme ça, de clients, de partenaires, de fournisseurs, de prospects, clients, il n'y en avait pas trop, parce que c'est vrai que chez Abissa, ils regardaient, voilà, est-ce que ce modèle-là fonctionnait ou pas. Ils étaient assez protectionnistes peut-être sur leurs contacts, et je comprends, ils étaient prudents, mais ce sont des prospects. On a eu un contrat la première année. Alors c'est vrai que la personne connaissait René parce qu'il avait fait ses études à une année près à la HEI il y a des années en arrière, mais lors d'un de ces événements qui était créé par l'écosystème en 2011, la première année, c'est un contrat d'1 500 000 je crois, avec du récurrent, 450 000 ou 500 000 dans les années qui viennent. Donc ça avait vraiment prouvé qu'on pouvait vendre en passant par une démarche plus durable et pérenne, centrée sur l'être humain qui finalement, même s'il quitte son entreprise, il va être remplacé, mais si vous avez un bon contact avec la personne, si la personne est professionnelle, elle va vous passer son backup. Tandis que si vous centrez simplement une démarche marketing, communication, commerciale et CRM sur le nom de la boîte et le groupe, voilà, vous n'avez pas le contact avec l'interface dans la société et vous allez continuer votre temps à faire des call calls, ça veut dire je me mets des reminders pour appeler la personne, etc. C'est une relation qui est finalement, je trouve, assez factice et pas très pérenne, pas très durable. Voilà, donc tous ces espaces, ils ont explosé. Donc en 2014, on se retrouve avec cette question, qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce qu'en fait, c'est une plateforme de rencontre qui est une initiative voilà, sans raison morale, juridique. Et puis, même si on avait déjà optimisé un peu les frais marketing, puisque quand on invite quelqu'un tout seul au restaurant, ça coûte peut-être 200 francs. Là, pour moins de 200 francs, je peux inviter mon patron, un VIP, un client peut-être, ou un prospect, me payer moi mon repas, et tout le reste des personnes qui venaient payer leur part. Donc c'est déjà une manière d'optimiser les frais marketing. Mais moi, je voulais aller plus loin, parce qu'il y avait des contrats d'affaires qui commençaient à fleurir d'un peu partout dans cet écosystème, et pas seulement au bénéfice d'Abissa, mais aussi entre les personnes qui se réunissaient. Donc je me suis dit, on va faire un test, on va voir si on ne peut pas percevoir, en guillemets, des memberships comme d'une association. Donc je me suis renseignée auprès de l'avocat a dit, ok, fair enough, tant que c'est réinvesti vraiment dans le fonctionnement de l'écosystème, il n'y a aucun souci. On a fait ce test, on a fait des tâtonnements au niveau du pricing, et finalement pour 200 francs par an, les gens étaient prêts à mettre de l'argent et à dire voilà, ça va servir à payer la logistique, la vidéo, que sais-je. Ok, donc on avait fait ce test-là, on discute avec René fin décembre 2014 et il me dit mais je crois qu'on devrait quand même créer une fondation. Et l'avocat qui nous a aidé ensuite à faire les papiers, etc., nous a même proposé de créer une fondation à but non lucratif mais qui peut développer des activités commerciales. Ce qui fait qu'on n'est pas là juste à quémander de l'argent, on guillemets, mais à pouvoir développer des services. Donc c'est devenu une fondation en 2015, donc on avait commencé en 2011. En 2015, ça avait une forme morale, avec évidemment là une série un business model axé sur des donations minimales, 120 pour les jeunes, 240 pour les seniors et 600 pour les sociétés, il y en a 3 avec le CEO. Et s'est posé la question après, ok, cette fondation est créée, c'est chouette, mais comment on va faire pour la rendre pérenne? Donc, pérennité.
avec 2 gros projets majeurs qui se sont maintenant étendus. J'en ai répertorié 7. S'il y en a un qui fonctionne sur les 7, moi je suis contente. Il ne faut pas croire non plus que c'est la crise de mégalomanie. C'est juste que quand on crée un modèle, il faut quand même qu'il se renouvelle pour le pérenniser. Donc au début, on a pensé à la gouvernance collective et participative, et l'autre, c'est ce que j'ai appelé l'école entreprise sous un modèle innovant qui s'appelle un cube. Et puis on a différentes choses qui sont annexées. Donc la vision globale dans laquelle s'inscrit ce cycle de vie de A à A est le suivant. Donc j'appelle ça la vision bleue, donc je fais là. On a ici donc A, en Suisse, avec 4 piliers. Bon, j'ai simplifié, hein, on peut en avoir plus, mais voilà. Le premier, c'est la culture au sens large. Que ce soit en Suisse ou dans d'autres pays, finalement, la culture, pour moi, elle est fondée sur 4 choses. La famille ou le foyer, l'éducation, le travail, donc l'emploi, l'art et les sciences. Voilà, en gros, pour moi, chaque pays est impacté par ces 4 encarts-là, sachant que j'ai mis à part, parce que ça a aussi un impact, et derrière les autres piliers aussi, mais il fallait que je simplifie. J'ai mis à part les nouvelles technologies. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un tel changement avec l'ubérisation aujourd'hui, que les nouvelles technologies, c'est quelque chose qui a le mérite d'être mis en valeur. Alors là, je me suis contentée de Vigisuisse, dont j'ai parlé brièvement tout à l'heure. Tout ce qui est lié à la vidéo, parce que pour moi, c'est un support qui est plus digeste. Et tout ce qui est lié aux plateformes ou aux modèles qui promeuvent finalement l'ubérisation. Donc ça peut être, je ne sais pas, Airbnb, Batmade, toutes ces structures, les fintech aussi, toutes les plateformes numériques, mais les modèles. Parce que les modèles impliquent de nouveaux modes collaboratifs. Et ensuite, on a tout ce que j'ai appelé le Mutual Services. Donc, les services mutuels, c'est pour aller au-delà de la simple charité. Au revoir, Sonia. Merci. Hein. Donc, les services mutuels, c'est, par exemple, ne pas réinventer la roue et mettre en valeur des organisations qui sont petites ou moyennes et qui n'ont pas les fonds, comme les lobbies qui supportent, je ne sais pas, la Croix-Rouge, etc. Donc on a par exemple Toi pour tous, Kokoro Lingua, ça c'est les enfants qui s'apprennent l'un à l'autre des langues, etc., qu'on soutient aussi, qu'on met en valeur. Share a Dream, on est peut-être moins en contact aujourd'hui, mais on les a aussi propulsés. Voilà, pas réinventer la roue, mais simplement les mettre en valeur. On a fait une fois une collecte, je crois. Mais voilà. Les gouvernements et les relations internationales. Ça, les gouvernements et les relations internationales, c'est qu'on a eu en fait un précédent en 2015. On avait reçu l'ancien Premier ministre du Sénégal qui se présentait à la présidentielle 2017, Souleymane Ndiaye. Et suite à ça, c'est vrai qu'il y a d'autres de nos contacts au sein de l'écosystème. Ils ont dit, ah ben voilà, moi je connais tel chef de gouvernement, tel ministre, machin, ce serait peut-être bien que... Bref, lui il est venu à Vigisuisse, alors ça l'a intéressé au demeurant parce que bon... Voilà, tout ce qui est coffre numérique et data, ça l'intéressait. Mais je pense que ce qui était bien, c'était le matin, on était en petit comité, pas très nombreux, et il y avait une réelle interaction avec des gens du cru, par segments différents. Donc, toujours cette histoire de cercle. Donc aujourd'hui, la plus-value de cet écosystème, c'est quoi ? Pour moi, c'est le côté vraiment intergénérationnel, donc junior-senior, qu'on a des espaces qui sont publics et des espaces qui sont privatisés, personnalisés, qu'on ne va pas crier à la terre, à la terre entière. On a évidemment aujourd'hui le côté numérique qui pêche encore par le côté marketing et com, mais bon, on n'a pas encore les budgets pour pouvoir faire les choses peut-être propres en ordre. On a fait déjà un effort avec tout ce qui est vidéo, etc. On a même un live streaming ce matin avec Facebook et le présentiel, parce que rien ne va remplacer la rencontre en présentiel. Et alors surtout, moi j'y tiens beaucoup, c'est donc le mélange B2C, B2B et aussi le mélange des cercles, c'est-à-dire... Si j'avais décidé de créer seulement un club d'IT manager parce que je bossais pour une boîte d'informatique, je pense qu'on aurait loupé la case quelque part. C'est-à-dire qu'on se serait centré sur un segment sans prendre en considération justement que les niveaux de décision peuvent être des fois différents que... voilà. Dans votre cas, vous, réfléchissez. Peut-être vous avez une cible aujourd'hui. Comment vous pouvez peut-être remettre en question cette cible-là et l'ouvrir un peu en fonction de ce que je viens de vous décrire.
Donc aujourd'hui, on a plusieurs modes de financement. Le premier mode de financement pérenne, c'est évidemment les donations minimales. Donc par tranche d'âge. Et puis on a 10 autres modes, dont à mon avis les 3 plus disruptifs sont le Smart Working Alliance. Donc ça s'adresse surtout aux entrepreneurs ou aux millennials, mais il faut savoir quand même qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas des millennials et qui sont face au défi de quoi? Qu'ils vont devoir vendre leurs services ou leurs produits, aussi brillants soient leurs services ou leurs produits, ils ne vont pas avoir le temps de prospecter et de délivrer à la fois. Donc la Fondation entend être ce CRM vivant. Donc dans la Smart Working Alliance, ça permet à un entrepreneur de proposer ses services en alliance avec la Fondation. Donc c'est avoir 2 en 1. Je donne l'exemple de Bernard Stessel, qui a levé 11 millions pour Pristem, qui est une start-up qui est rattachée à l'EPFL, qui a développé des machines de diagnostic médical pour les pays émergents comme en Afrique. Il est très occupé pour le moment, mais le principe lui plaît. C'est 1 million, parce qu'il connaît les high net worth individuals. Il va garder jusqu'à 50, 60 ou 70% suivant, évidemment, son application opérationnelle. Et son application opérationnelle va toucher l'un des 7 projets stratégiques sur lesquels on bosse actuellement pour la pérennité. L'autre mode de financement qui est assez disruptif aussi, qui m'a été proposé, donc ça c'est un bon retour du marché, c'est ce que j'ai appelé le Smart Funding, c'est-à-dire Finance. Ce sont des gestionnaires de fortune qui, à un moment donné, créent un fonds en Sustainable Governance et qui veulent rétribuer un pourcentage pour les projets à impact durable dans la fondation. Donc ça peut être, je ne sais pas, 0,4% par tranche de 10 millions. C'est ce qui m'a été proposé. Ensuite, le troisième, alors c'est ce qui a été validé dans le cadre d'Abissa, c'est ce que j'ai appelé le Smart Business Development, dans le sens où le fait de développer, de créer un écosystème au sein d'une entreprise vous permet d'animer tout le côté commercial, mais d'une manière durable, en emmenant avec vous, en fédérant avec vous des partenaires, des fournisseurs, tout ce qui est contact, qui transite autour de la PME ou de l'organisation pour laquelle vous travaillez. Donc Smart Business Development, on oublie les cold calls. J'ai fait la démarche de cold calls en parallèle. Ça ne m'a rien rapporté. À part de faire d'argumentaire au téléphone. Voilà. Et j'en termine maintenant avec les 7 projets stratégiques. Donc on a la gouvernance collective et participative. Alors ça c'est intéressant notamment pour les gens qui sont donc en transition de carrière parce que ça vous permet d'avoir justement votre contenant. Vous décidez de créer un forum, une commission, peu importe. Bon, il faut être membre, maintenant on n'est pas chien. J'entends des personnes qui sont des fois en transition de carrière, elles ont un budget, elles font gaffe. D'abord, on offre la possibilité aux gens qui sont membres de payer, je sais pas, un gars ou une femme qui paye 240 francs seniors peut payer 20 francs par mois ou en tranche par trimestriel ou autre. Mais peu importe, ce qui est très important à retenir, c'est surtout que cette gouvernance collective et participative, elle est soutenue d'abord par 2 comités, un comité stratégique junior, un comité stratégique senior, et ensuite on a les forums, les cercles, les task force et les commissions. Le deuxième projet aussi sur lequel on fait bosser 2 entrepreneurs actuellement et un modélisateur dans l'innovation, c'est ce qu'on a appelé donc Incube. Alors Incube Agile, bon, ils ont maintenant apparemment un accord avec les Forts Francs à Genève parce que les gens veulent souvent avoir un espace physique où se rencontrer. Mais bon, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'on se réunissait ici à l'hôtel, il y avait des fois des brainstorming qui se passaient au niveau intergénérationnel, les gens s'entraidaient, on n'avait pas besoin d'avoir un lieu fixe. Alors, Incube, il y a Smart Talent, Incube Talent, il y a Smart Business, il y a Smart Proyecto, je crois, Incube Proyecto, parce qu'on ne veut pas s'adresser qu'à des entrepreneurs, mais aussi à des intrapreneurs et des gens qui sont porteurs de projets ou d'idées. Et puis, Finance, Incube Finance. C'est un modèle qui articule en fait ces services intergénérationnels. Le troisième, c'est la communication hybride. Donc là, on a un journaliste qui est un ancien de la BBC qui a travaillé à l'EBU, donc European Broadcast Union. Il a retransmis notamment les élections européennes présidentielles dans 26 pays à travers 55 chaînes. Et il s'est allié à quelqu'un que je vais présenter qui a un accord avec la TSR dans tout ce qui est vidéo. Et on veut vraiment partir dans de l'hybride, c'est-à-dire du numérique, mais aussi la télé, parce que les gens continuent quand même à regarder la télé. Ce sont plutôt les plus jeunes générations qui sont très branchées Internet. Bref. Le quatrième, c'est tout ce qui est financement. Alors, financement, je vais présenter que 2 modes de financement, mais
financer déjà notre propre structure, mais peut-être voir avec d'autres s'il n'y a pas d'autre façon de trouver aussi des fonds. Et le 5e, qu'est-ce que c'est? Je ne me rappelle plus. Gouvernance, incu, financement, communication. Ah oui, le prix. Le prix Chaka, le prix intergénérationnel, donc ça c'est le contenu du comité stratégique senior. Ils ont mis du temps à trouver leur truc, mais maintenant ils ont un fil rouge, et donc on va sanctionner par un award l'année prochaine l'entreprise, l'organisation qui met en valeur cet ADN intergénérationnel. Ah oui, alors après le 6e, là on le fait à notre modeste mesure aujourd'hui, donc c'est mettre en avant effectivement tout ce qui est humanitaire, impact social ou sociétal, tout ce qui est solidaire, mais on se contente de propulser des organisations qui existent déjà. Et le 7e, le 7e, je ne sais plus, mais je sais qu'il y en a 7. Mais voilà, quoi, c'est pas très important. Si je vous ai déjà perdu il y a au moins 20 minutes, donc... donc voilà, est-ce que vous avez des questions? Oui, l'école, mais oui, mais je ne sais plus. Attends. Communication, école entreprise incube, le financement, vous les retrouvez sur le site web. Hein. Franchement, je ne sais plus. Je sais plus. École business et finance, c'est ça. Vous les retrouvez sur le site. La santé. Non. Business. Hein? Ah, mais oui! Le business! Bah ouais, mais je suis bête! Le business! Bah oui, notre ambition! Oui, à force de... Merci, Loulou! Le business, mais quand même, on est parti du business, donc on revient, on termine avec le business. Oui, ben voilà, ça fait 10 ans que je travaille ce pipeline. Donc, moi, je l'ouvre. Alors, c'est pas pour ça que je vais vous présenter tout de suite... je sais pas, tous les gens... Non, je suis pas débile non plus, mais c'est vrai que le business, c'est quand même important, j'entends. C'est d'avoir un CRM vivant, une plateforme qui est là depuis la Suisse, qui s'ouvre à l'international, c'est de pouvoir en faire profiter des chaînes d'entreprise comme René, comme une Valérie avec le Lab, et donc vous, potentiellement. C'est de servir la communauté, quoi. Voilà, le business, ben voilà, hein, il n'y a pas photo, hein, s'il n'y a pas d'argent qui rentre, il n'y a pas de salaire. Donc, Adrien. J'ai une question qui rejoindrait peut-être ça justement. C'est à quel moment, parce que la fondation ne pourra pas rester une fondation, à quel moment ça passera sur un autre modèle juridique pardon. Non, une fondation ne fait pas d'exit, donc pour le moment, moi je cherche surtout la pérennité, c'est-à-dire que personne n'est indispensable, comme j'en parlais avec moi la semaine passée. Et moi, ce que je veux, c'est qu'en fait, ce qui a été travaillé depuis 10 ans puisse être repris, quoi. Mais par des gens qui sont même plus jeunes que Louis, à l'heure actuelle. Louis a 23 ans, mais je pense que c'est normal. Enfin, je veux dire, si, c'est ça mon vœu, c'est que ça puisse être... Parce que voilà, j'ai pas que ça dans ma vie, quoi. Il y a plein d'autres choses qui me passionnent, donc je me suis mis 10 ans, parce que moi, je m'entends très bien avec mon patron, donc lui, il va rester, je pense, encore un peu 10 ans dans la course, donc moi, j'ai envie de bosser encore avec lui tant qu'il est là, mais après, je ne dis pas que la fondation, je laisserai tout tomber, mais j'ai aussi ma propre société, on s'occupe d'enfants qui n'ont pas de parents, donc ça c'est quand même important de retenir, dans un choix professionnel, il y a tout l'équilibre avec notre écosystème personnel. Hein. C'est pas à mettre de côté quand même. Hein. Oui, Charles. Est-ce que c'est ouvert sur toute la Suisse? Ah non, aujourd'hui je ne survends rien du tout, c'est la Suisse romande, on a 2-3 contacts à l'étranger, oui, c'est vrai qu'il y a une période... La Suisse alémanique, on va développer le droit de licence. Ça, c'est un des modes de financement. On va répertorier toutes les méthodes, les process, la courbe de communication. Et puis après, on va vendre ça par droit de licence. Quand on trouvera des gens qui vont développer le même modèle en intrapreneuriat, parce qu'il faudra avoir confiance aussi, que la personne, elle reste dans les mêmes valeurs, mais c'est pas urgentissime. Mais par contre, d'ouvrir à l'étranger, ça, j'ai déjà commencé à bosser, hein. Évidemment, ça fait longtemps déjà. Mais je veux dire, la Suisse alémanique, non, je ne peux pas dire... Alors c'est vrai qu'à une personne près maintenant, c'est assez simple d'atteindre des décideurs, parce que typiquement on avait Christian Petit, qui est l'ancien directeur de tout ce qui est petite et moyenne entreprise chez Swisscom. On avait un membre dans la fondation qui le connaissait, qui l'appréciait. Je crois que c'était son directeur à un niveau près, quoi.
Et à un coup de fil, le rendez-vous était pris. Je cite cet exemple-là parce que voilà, le représentant de Macron, alors après c'est pas du tout que je sois pour ou contre En Marche, on est apolitique, mais je crois dans la demi-heure, on félicitait déjà pour la fondation et rendez-vous est pris avant la fin de l'année. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui on est arrivé à un niveau de contact en termes de facilitation pour rencontrer les gens. Donc, évidemment, ces mises en relation que je vous ai décrites tout à l'heure, ça se fait. C'est on the track. Voilà, c'est on the track. Quand tu parles de gouvernement en relations internationales, on parle de gouvernement quoi, suisse? Non. La Confédération, pas du tout, non. Au bout de la Confédération, on a Éric Fumeau qui nous fait l'honneur d'être dans notre comité stratégique senior. C'est l'ancien directeur de la CTI, de l'Office fédéral de la technologie de la formation, donc ça correspond à votre premier ministre, ministre de l'Éducation en France, ceux qui sont français. C'est quelqu'un de génial. Oui, lui, il va nous mettre en lien avec la Confédération à un moment donné ou l'autre. S'il voit qu'il y a des projets, je pense que l'école d'entreprise l'intéresse, c'est lui qui a été à l'initiative de la formation initiale, ce genre de choses. Non, à travers mon mari qui travaille aux Nations Unies, on a eu un contact avec quelqu'un qui effectivement réunit des First Ladies sous sa casquette à lui, puis à côté de ça, il réunit effectivement des chefs de gouvernement, ça peut être des ministres, des présidents, mais à voir si on fait un deal ou pas, parce que ça change beaucoup le business model aussi, de se déplacer à l'étranger, de réunir les gens là-bas 4 fois par an. Moi, je crois qu'il y a déjà beaucoup à faire aussi ici en local. Il faut cibler. Il faut voir qu'est-ce que ça vous prend, qu'est-ce que ça me prend, en tout cas moi, dans mon pipeline que j'ouvre aux gens, qu'est-ce que ça me prend en termes d'énergie, en termes de temps. Oui, on gagne, ça c'est sûr qu'on gagne, mais après, il ne faut pas se disperser non plus, parce que vous avez déjà vu là, ça a bien avancé. Donc, on ne peut pas négliger le fait qu'après, on ne fait pas des réunions que par Skype, quoi. Le fait de se rencontrer en des visus, c'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, rien ne remplace la rencontre présentielle. Et pas seulement de faire du réseautage, c'est-à-dire que, c'est pas pour critiquer mais c'est juste que depuis toujours, moi quand on me dit « Ah, c'est génial, c'est un réseau qui organise des événements, c'est super convivial ». Oui, ok, c'est le cas, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est d'articuler le contenu, c'est de valoriser les membres, leur cerveau, leurs expertises, leur faire un bypass. Mais dans une relation, par contre, d'équité. Ça, c'est quelque chose que je dis maintenant, parce que j'ai été quand même choquée des fois. J'ai fait des dizaines de mises en relation, des fois, à des gens qui cherchaient du travail, ou des gens qui cherchaient à vendre leur service. Et pas même un café, quoi. Je sais pas, je me dis, bon, oui, j'aime le café. Ou alors quelqu'un qui se retourne contre vous parce que la personne n'est pas bien dans sa peau. D'accord, la personne n'est peut-être pas bien dans sa peau, mais je dis à un moment donné, nous, on est quand même dans une histoire de mutualité. Je pense que c'est important parce que ça permet à chacun de se respecter. Et puis moi, de ne pas me décourager, quoi. Je pense qu'il faut être dans une relation de mutualité, d'équité. Donc il y en a certains, ils vont payer une donation, il y en a d'autres qui vont donner de leur temps en termes de compétences, ça s'appelle le mécénat de compétences, il y en a d'autres, je ne sais pas, ils vont venir en brainstormant des idées et vous apportent cette plus-value-là, mais que chacun prenne sa part, et c'est pour ça que René, lui, paye sa donation à 600 francs en tant que société, alors qu'il avait déjà sponsorisé la fondation à autour de 50 000 francs, que, voilà, il est dans une relation au moment où il investit, c'est équitable. Il y en a d'autres... je sais pas, ici au Mirabeau, on a évidemment des tarifs super préférentiels pour les salles. Vous voyez ? Pour revenir sur le point de la gouvernance, vous pouvez donner des exemples de travaux qui sont réalisés par les commissions actuellement ? Alors pour le moment, donc, on est en pleine récolte des noms de commissions, de forums, et voilà, mais je peux en citer 3 qui ont, je trouve, bien marché. C'est ce que les gens en font. La première, c'est... le forum que Stéphane Datin est en train de lancer, qui est l'ancien CIO de Honeywell. Je lui ai dit, écoute, toi, il faut que tu lances un forum dédié au CIO, parce que moi, j'ai essayé d'en lancer un à l'époque, mais je n'étais pas assez brandy de technologie, donc les IT managers, je sais pas, ça passait pas, quoi. Pourtant, je bosse pour une boîte d'informatique, mais voilà. Donc lui, il lance ce forum, il va réunir, en fait, sous forme de table ronde ou d'événements, des gens de ces segments-là. La deuxième qui a super bien marché, c'est la commission qui est dédiée aux femmes inspirantes et au réseau, avec 2 jeunes femmes, enfin une plus âgée que l'autre, mais justement dans cette veine intergénérationnelle.
Elles ont carrément créé un nouveau format d'événement qu'elles ont appelé Invisible Heroes, donc in entre parenthèses, Visible Heroes, qui moi m'a permis en fait d'honorer ma mère de son vivant, parce que l'idée c'était de pouvoir remercier dans une interview quelqu'un qui vous aurait inspiré. Donc Macron, bah, c'est sa grand-mère, Valérie, je ne sais pas qui c'est, Louis, c'est probablement sa grand-mère et sa mère, je sais pas, mais je sais pas, réfléchissez qui vous a inspiré dans votre vie, et si cette personne elle est encore vivante, et ben ce format-là vous permet d'honorer cette personne, sous forme de petites interviews vidéo, et puis après la personne vous l'invitez dans un événement, enfin c'est très sympa. Troisième type de commission qui a marché, bah pour moi c'est le comité stratégique senior et le comité junior. C'est-à-dire que le comité stratégique senior, bah ils ont mis au point ce prix chacun. Et puis le comité junior, ils ont organisé déjà 3 événements. Et ma théorie, enfin mon postulat comme quoi d'inviter des gens qui sont en transition de carrière, ça avait vraiment du sens. Bah c'est qu'on avait Igor qui lui à l'époque cherchait du travail, il venait de Paris, il s'est déplacé exprès de Paris au tout début de l'écosystème. Lui, il était dans l'innovation, donc il trouvait ça génial ce qu'on mettait en place. Et après, il est arrivé comme une fleur cette année lors d'un événement organisé par les jeunes, on était 100 ici dans cette salle, et il nous a ramené le directeur adjoint de l'école des mines de Paris, qui s'avère être le directeur de l'Institut de l'innovation et de l'entrepreneuriat, avec 20 grands pontes qui étaient des anciens de l'école des mines. Donc moi j'étais enchantée quoi. Je me dis, bah, c'est cool, en plus, eux, ils étaient à fond sur l'ADN, l'écosystème intergénérationnel, parce qu'à Paris, voilà, c'est dans l'air du temps, apparemment. Donc, voilà, on était enchantés. Et comme quoi, il y a eu vraiment retour d'ascenseur, quoi. Mais on a aussi des chefs d'entreprise qui, tout à coup, se retrouvent avec, je sais pas, un tiers de leur part, les Qataris les abandonnent. Qu'est-ce qu'on fait pour aider ce chef d'entreprise, qui, je le répète une fois de plus, c'est pas son premier cercle. Il a rencontré notamment un gars, je crois à l'époque, qui était adjoint de Brahi, là, au Brahi, je ne sais plus comment on l'appelle. Oui, voilà, mais enfin, je ne crois pas que ce monsieur a eu une aide vraiment directe, voilà, de niveau de décision de ce point de vue-là. Je pense que là, il faut faire jouer justement les cercles différents, en fonction du sens que ça a, de la cible que vous targetez, du projet dans lequel vous êtes, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eliane, par exemple, alors Eliane, elle est directrice d'un centre pas médico-social, du Retillon, psychosocial. Est-ce que tu peux dire qu'est-ce que ça t'a apporté jusque-là? De venir, depuis un an. Alors c'est un début, en fait, c'est un début de collaboration. Hein. Je découvre chaque fois quelque chose de plus, mais pour moi c'est un sentiment d'appartenance assez extraordinaire avec un nouveau réseau et une approche solution. Enfin, en tout cas moi ça m'ouvre en fait, moi ça m'ouvre en fait plein de perspectives nouvelles, de possibles, parce que c'est vrai que aujourd'hui nos institutions, du moment qu'elles sont subventionnées, on est dans quelque chose qui est assez contenant, je dirais. Et puis l'enjeu des managers aujourd'hui, en fait, c'est celui de concilier d'un côté les besoins qui sont repérés en fait, par les utilisateurs et de pouvoir traduire ça en termes de chiffres, puisque c'est souvent géré par des économistes à l'autre bout qui ne voient pas forcément les choses de la même manière, en fait, puisqu'on a d'ailleurs un ministre de la Santé en fait, qui nous le relève assez souvent en disant en fait la santé n'a pas de prix mais elle a un coût. Ouais. Et l'enjeu en fait, que j'ai en fait, et que j'espère pouvoir réaliser avec l'aide en fait, de la Fondation, c'est de pouvoir redonner du sens à la plus-value sociale en fait, de nos institutions. Ça veut dire en fait, c'est plus en fait, l'utilisateur qui s'adapte à l'organisation, mais c'est vraiment l'organisation qui s'adapte en fait aux besoins de l'utilisateur. En fait. Voilà, c'est ça. Et pour moi, en fait, c'était d'avoir le soutien de gens qui finalement croient dans ce projet-là. Oui. Merci beaucoup. Eliane, peut-être passer le micro à René, hein, parce que c'est intéressant d'avoir un côté plus business, peut-être. Citez-moi. Oui, alors je suis un peu dans la technique là cet après-midi. C'est moi qui vous donne une leçon avec un de bonheur. Ce que ça m'apporte d'abord, je dirais, c'est un contact par rapport au marché.
C'est la possibilité de rencontrer des gens de tous bords et de me demander ce que je peux, avec mon entreprise, leur apporter. C'est quelque chose de social, d'un peu humaniste aussi, et de se dire, pas que pour de l'argent, on travaille aussi pour le bien commun de la société. Et ça, c'est un grand plaisir. Je pense qu'on partage avec Muriel, ça va trouver un rôle un peu différent du merchandising pur et dur qui gère un peu nos vies. Voilà. Ouais, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup Muriel pour cette approche tellement originale de mettre les gens en contact, mais aussi de les aider quand ils sont parfois en difficulté. Et ça, c'est fantastique. Merci, René. Et donc, je vous donne un autre exemple d'espace qui marche bien, je trouve. Alors ça, c'est plutôt un intérêt personnel. On a notamment la soirée du petit Noël le 7 décembre. Je vous convie vraiment à venir avec vos conjoints ou seuls, hein, peu importe. Où finalement, cette soirée du petit Noël, c'est la résurrection des salons littéraires artistiques d'antan, mais en tendant la main de façon contemporaine, justement vers des actions solidaires. Alors voilà, de nouveau, c'est quelque chose de plutôt personnel. Mon mari, lui, c'est l'arrière-petit-fils de Monsieur Mermot, qui est un mécène connu ici dans le canton de Vaud à l'époque. Il avait des éditions de livres, il accueillait un petit peu des gens de partout. Je sais pas, Picasso, Colette, tous ces gens comme ça. Et moi, je suis issue de communautés où on ne fait pas exception de personne, c'est l'hospitalité, on ouvre la porte un peu à tout le monde. Et je me suis dit que finalement, mélanger ces deux cercles, ça avait du sens dans cet espace-là, parce qu'on est dans une période de vie de société où de créer du dialogue et du lien, c'est fondamental. Il faut prévenir, à mon avis, des choses sur lesquelles malheureusement on est dedans, hein. C'est des extrémismes, c'est de l'incompréhension, et c'est de la violence quelque part, parce qu'il n'y a pas vraiment de vrai dialogue. Les gens, ils s'enferment, on le voit bien même avec l'élection de Trump, et j'ai rien contre Trump, même pour dire que les algorithmes sur les réseaux sociaux ont fait que les gens croyaient qu'on allait élire quelqu'un d'autre que Trump en tout cas, parce qu'ils sont enfermés chacun dans leur cercle à eux, en croyant que ça va toujours se passer comme il ou elle pense. Et en présentiel, je veux éviter ça, c'est prévenir ça, c'est-à-dire qu'on puisse être confronté à un principe de réalité, mais soft, c'est-à-dire dans une atmosphère conviviale. Voilà, moi j'en ai fini. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, peut-être? Sinon, on va passer la parole à Valérie. Hein, Val? Faut juste peut-être que tu mettes ta présentation sur le beamer. Merci d'être là. Vous l'avez expérimenté pour certains ce matin. Donc je vais vous faire une petite entrée en matière très rapide sur le lab, Lausanne Accueil Business. Je n'irai pas dans l'historique.
Voilà, c'est un club à valeurs humaines, ouvert aux professionnels en recherche d'un nouveau défi ou en transition de carrière. Alors évidemment, rechercher un nouveau défi, c'est très tendance actuellement, surtout quand on a le choix. C'est beaucoup moins de l'amour quand on n'a pas le choix et qu'on est contraint de se repositionner. Et pourquoi? Parce que je pense qu'à chaque fois, c'est fondamentalement une remise en cause de soi, accompagnée de plein d'émotions. Je pense que vous l'avez tous vécu. On passe de l'espoir à la déception et vice-versa. On passe du découragement à l'euphorie et vice-versa. Du scepticisme à la surprise et vice-versa. Et quand on sait que selon les experts en gestion de carrière, on a un taux de refus de l'ordre de 60% à 80% de réponse à quand on cherche un job, et c'est considéré ce taux jusqu'à 80% comme normal. Ça en dit long sur l'état du marché, même si ici en Suisse on est considéré comme du plein emploi avec 4% de taux de chômage. Alors là, ce qu'on essaye de faire, c'est justement que cette remise en cause soit une opportunité pour chacun, et par un moyen très simple. L'idée, c'est de mettre en valeur vos soft skills. Alors, effectivement, je le dis et redis, je pense qu'à compétences égales, pour un job, ce qui fait la différence, ce sont les soft skills. Et James Heckman, que vous devez tous connaître, qui est Nobel d'économie, a démontré... Ah bon, vous ne connaissez pas? Donc, il n'est pas venu, non. Donc, il a démontré que les compétences relationnelles étaient à 80% responsables de la réussite professionnelle d'une personne. Voilà. Et aujourd'hui, en plus, compte tenu de notre environnement hautement compétitif et où nos business models sont quand même en permanence challengés, comment rendre agiles nos entreprises, si ce n'est en embauchant des gens justement qui développent ces qualités d'adaptabilité, de leadership bienveillant. Vous savez que ça me tient particulièrement à cœur. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs la tendance aujourd'hui au recrutement prédictif, censé éviter l'erreur de casting ou le turnover qui coûte cher à l'entreprise, mais l'idée du prédictif, c'est de dire on a un profil de candidat qui doit matcher à au moins 60% par rapport aux attentes de l'entreprise pour le recevoir. Donc, vive le big data d'ailleurs. Voilà, donc du coup le candidat répond à un questionnaire où sont pris en compte des critères comme sa motivation, sa gestion du stress, comment il va s'adapter à un groupe, comment il va avoir une certaine flexibilité par rapport aux différentes options de l'entreprise. Voilà, et tout ça, ça fait vous, quoi. Et au lab, c'est ce qu'on travaille particulièrement, car je considère que chacun est un talent, et le lab vous aide à le découvrir. Alors au lab, je ne suis pas toute seule. Là, en ce moment, j'ai Audrey avec moi qui travaille pour vous permettre de rendre ce lab, j'allais dire un peu plus, oui, avec plaisir, Audrey, un peu plus professionnel. Et donc, du coup, on a pas mal bossé pour créer pas mal de choses, puis on va vous montrer ce qu'on a fait. Donc, alors, on a des séances de travail, on se voit tous les 15 jours, sur des thématiques diverses et variées. C'est la confiance en soi, c'est comment gérer la pression, c'est se mettre en valeur, tout ce qui est notre plus-value, le fameux why, le Sinek que vous devez connaître. Mais évidemment, ça ne nous empêche pas de faire des séances sur le CV, sur le pitch, voilà, ce que font très bien d'ailleurs d'autres organismes. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que moi j'oriente plutôt pour tout ce qui est soft skills que les choses très très techniques. Donc on fait aussi des workshops avec des gens, des experts que je connais et que je fais venir. Alors aujourd'hui on est à peu près 25 participants.
et 40 alumni. Donc les alumni, c'est ceux qui sont passés par le club ou qui sont intervenus à un moment, comme Cédric par exemple, voilà, qui nous a fait une magnifique présentation l'année dernière, qui a une boîte très sympa qu'il développe. Peut-être que tu pourras en dire un mot tout à l'heure d'ailleurs, hein, si tu le souhaites, ça peut intéresser des gens. Et donc voilà, et donc on constitue tout un groupe d'alumni, l'idée étant d'être solidaires. Ça, c'est un truc qui me tient à cœur, c'est-à-dire que voilà, ceux qui sont passés par le lab ou ceux qui à un moment sont intervenus au lab, et ben si voilà, on entend parler d'un job ou d'une connexion qui peut avoir un sens pour l'un, bah, l'idée c'est Muriel parlait de ce retour qu'on puisse avoir entre nous, voilà, dans un cadre bienveillant. Voilà tout ce qu'on fait. Donc voilà, mais alors on a aussi un partage de calendrier, ça c'est pas mal parce que je crois que parfois les journées sont longues. Et du coup c'est bien qu'on puisse mettre dans un calendrier toutes les différentes activités qui se passent ici. Il y en a plein. Lundi, je l'ai dit, j'étais au Forum de l'économie vaudoise, c'était vraiment top. Voilà. Donc on partage toutes les infos qu'on peut avoir en fonction de ces critères, puis chacun choisit en fonction de ses intérêts. Alors je fais une revue de presse, mais là vous ne la voyez pas encore, mais bon, ça viendra. Hein. Donc, et puis on fait des afterworks, vous êtes invités ce soir à venir. Donc on fait ça au Vapiano, c'est toujours les derniers jeudis du mois. En fait, comme je les avais créés pour Lausanne Accueil, évidemment j'invite le lab, ce qui est tout à fait logique, mais l'idée c'est que ça soit quand même large, que les amis des amis viennent. C'est très sympa, on prend un coup, on boit un coup, pardon, et donc voir plus s'il y a affinité, bien sûr. Donc voilà, donc ça tout le monde est bienvenu. Alors excusez-moi, il y a presque que moi sur les photos, mais je voulais vous dire parce qu'on prend peu de photos, mais je voulais dire que là c'est aussi ça quoi, c'est-à-dire que alors moi j'aime bien la balançoire, il va y avoir un petit truc un peu spécial peut-être chez moi, mais en plus on bosse là dans les locaux derrière, puis il y a un petit playground pour les enfants. Donc voilà, c'est pour ça que j'y suis. Et puis, alors je vous lance un petit défi, c'est-à-dire que j'étais en Écosse la semaine dernière, et puis j'ai vu The Lab. Alors, je prends en photo, donc dès que vous trouvez un truc où il y a The Lab, ou Lab, vous prenez en photo, puis vous me l'envoyez, puis on fera un petit truc, d'accord? Donc là, pareil, mardi, j'étais à BAR, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une triennale sur l'art moderne, dans un magnifique espace. Et puis il y avait, c'est pas tout à fait là, mais il y avait, vous l'avez compris. Voilà, donc on fait ça aussi au lab. Puis alors là, attendez, là on mange, bien sûr. Donc voilà, on peut faire des réunions. L'idée étant dans un esprit vraiment convivial. Alors, ce que j'ai pu constater depuis un peu plus d'un an qu'on a vraiment formalisé le lab, par rapport aux gens qui s'y trouvent, voilà, on arrive, on a quand même un réseau limité ici, on manque de connaissances du marché local, on n'a pas ou peu d'expérience en Suisse, et puis l'âge, pas forcément parce qu'on a 58 ans, mais aussi parce qu'on en a 22, quoi. Donc, voilà, et alors face à ça, eh bien écoutez, le lab, voilà, moi je suis très fière de la réussite de nos petits labeurs, hein, qui ont quand même retrouvé des jobs, alors pas que grâce à nous, hein, mais voilà, on est un élément parmi tant d'autres. Donc c'est plein d'espoir, voilà, on a un peu plus de 50% du lab qui a retrouvé quand même en 9 mois, donc ce qui est pas mal, entre 9 mois et 1 an on va dire, et puis voilà, dans des boîtes, voilà, soit des grosses entreprises, soit les filiales d'entreprises, soit des sièges européens ici, globalement. Donc ça c'est plutôt... voilà, et donc j'allais dire que le lab, notre plus-value, c'est voilà, développer les soft skills, comme je vous ai dit, étendre son réseau local, se retrouver autour de valeurs humaines communes, permettre l'éclosion de projets de chacun et dans une dynamique participative et collaborative. Et c'est en ça que je trouve que le lab correspond super bien à la fondation. En tout cas, c'est super cohérent parce que je crois que nous développons des valeurs similaires dans d'autres systèmes.
Voilà, alors nous, nos ambitions, bah écoutez, je vais rien dire. Voilà. Tout est dit. Ouais, je crois. Alors, nos besoins. C'est ça la photo? Qu'est-ce qui va pas? Vous n'êtes pas dessus? Non, alors j'ai fait. Non, j'aurais pu, mais. Alors, au-delà évidemment de tout ce qui est rencontre, réseau du networking, je crois qu'il y a lieu de trouver une valeur supérieure à nos échanges. Et avec la Fondation, on se retrouve sur tout ce qui est intergénérationnel. Alors, ce n'est pas uniquement pour moi la coexistence dans un groupe de jeunes ou de moins jeunes, hein, comme on a pu l'expérimenter ce matin. C'est aussi lié à la problématique de l'employabilité des différentes générations. Et c'est pour ça que je me suis investie dans le prix Chaka, on vous a présenté. Alors, Chaka, vous connaissez ça? Allez! Ouais, c'est quoi ça? Surfeur. Attendez, vous êtes branchés ou pas là? Les surfeurs, tu fais... Allez, on fait Chaka Chaka? Voilà, Chaka Chaka. Là. Donc voilà, alors l'idée c'est que, voilà, on va lancer un prix. Justement, soit une équipe au sein d'une grande boîte, soit deux personnes d'une PME, soit un patron de PME avec voilà, un jeune. Et l'idée, c'est de, voilà, cette équipe ou ces deux ou trois personnes, eh bien, on va les récompenser de la fait de pouvoir bosser, d'avoir ce prix pour bosser ensemble, et chacun s'apporte mutuellement quelque chose. Et voilà, et ça, moi, c'est pour ça que j'adore, je suis contente que mon fils soit là, qu'il y avait deux autres jeunes ce matin, parce qu'ils nous apportent quelque chose de différent de nous, quoi. Donc, voilà, et donc pour mettre en pratique, évidemment, nos besoins, tiens, c'est dommage, hein. Il y avait quelque chose qui devait apparaître. Ça marche plus. Bon, bah écoutez, c'est pas grave. Donc, voilà, ce que je souhaiterais, en fait, c'est que des membres de la Fondation, parce que vous avez vu, c'est quand même un écosystème assez vaste et assez divers au niveau des compétences et au niveau des secteurs d'activité. Et je trouverais ça bien de pouvoir trouver des gens, des experts de la Fondation qui amènent leur expertise au sein du lab, évidemment dans une optique de recherche d'emploi ou défis professionnels ou transition de carrière. Donc vraiment ça serait l'idée. C'est que je suis embêtée que ça ne marche pas. Bon. Ouais, ça marchait bien jusqu'à maintenant. Tu crois que... tu crois que ça serait mieux? Bon. Je sais pas pourquoi. Pourtant... Donc, parce que là, je suis juste là. Donc, voilà. Donc, du coup, voilà, l'idée, c'est qu'on puisse avoir des gens qui viennent animer des workshops au sein du lab pour nous apporter leur expertise, leurs compétences et le reste. Voilà. Donc, et puis, je voulais vous montrer, j'avais une dernière slide, donc ça va être rapide. Je voulais vous dire qu'on a créé un groupe LinkedIn. Et on peut se connecter dessus. L'intérêt, c'est, on a fait en sorte, avec Audrey, de définir ce groupe LinkedIn, non pas comme un club de chercheurs d'emploi, mais comme un groupe, un réseau, en fait, de gens, soit en transition de carrière, soit en défi professionnel. Donc c'est assez large, ce qui vous permet de vous inscrire sans que ça soit ciblé recherche d'emploi. D'accord, ce qui effectivement n'est pas une maladie d'ailleurs. Ah bah super, voilà, c'est ça. Mais là, parce que ça, j'aimais bien mon petit, vous voyez, j'aimais bien mon petit couteau suisse pour dire qu'on a besoin de gens un peu dans des domaines divers et variés qui viennent animer des workshops. Merci. Voilà, pour du partage d'expérience. Alors moi, mon mantra à moi, c'est ensemble, créons de la valeur ajoutée grâce à des valeurs partagées. Donc je tiens absolument à ce qu'on ait du win-win entre nous,
que ce qu'on vient prendre au lab, qui d'une façon ou d'une autre, on puisse voilà, s'enrichir en tout cas mutuellement. Donc je finirai par le groupe LinkedIn dont je vous ai parlé, donc qu'on a monté, avec que Audrey m'a aidé à mettre en place. Vous êtes les bienvenus. Alors on va mettre aussi en place Slack, qui est une messagerie interne. Ouais, on va le faire, hein, Louis. Donc une messagerie interne, moi que je ne connaissais pas, mais que mon fils m'a fait découvrir, qui remplacera Outlook, comme ça sera plus facile pour partager toutes les infos qu'on a. Et puis, c'est dommage parce que j'avais aussi 2 trucs à vous montrer qui étaient le lab et puis le site de la fondation. Mais ça n'apparaît pas, ce n'est pas grave. Donc, c'est les joies de la technique. Voilà, alors j'en ai fini. Je voulais dire merci à tous, merci de votre présence, merci d'être venus et puis vous êtes les bienvenus. Merci. Peut-être que vous avez des questions, non? Donc, c'est